Bonjour, bonjour. Je propose d'attaquer cette intervention sur FactureX contre DGFIP. Je suis Eric Vanscore, alias Black Panther, pour le sujet facture électronique. Et notre ambition est de donner des super pouvoirs aux factures de vente, puisque c'est notre sujet. Là, nous parlons bien des factures de vente, des factures qui sont envoyées aux clients, et surtout pas des factures d'achat. Ça, c'est un autre sujet qui n'est pas celui sur lequel je vais intervenir. Le cœur du sujet, c'est 2023. Pourquoi 2023? 2023, c'est un jalon important dans la gestion de la fiscalité en France. Ça rentre dans le cadre d'un agenda européen avec des directives, la 2010-45-CE, la 2014-55-CE, qui se traduisent dans le quotidien des entreprises. Dans un premier temps, en 2013, par le calage des obligations à respecter pour établir des factures électroniques, ce qui a été transcrit dans l'article 289 du Code général des impôts, avec les trois modalités, la piste d'audit fiable, le PDF signé et, le DI fiscal, avec toujours l'obligation de collecter l'accord du destinataire. Ça s'est également traduit dans le paysage des entreprises françaises entre 2016 et 2019 par l'obligation d'envoyer les factures à destination des administrations publiques, qu'elles soient territoriales, centrales, hospitalières et tous les EPIC ou toutes les organisations assimilées à des administrations publiques. Il y a eu progressivement le déploiement de l'obligation de passer par Chorus Portail Pro pour déposer ces factures. Donc, ça rentrait dans l'agenda, dans ce fameux agenda. Et la prochaine étape, 2023, la prochaine étape qui nous attend, va être l'obligation de traiter toutes les factures B2B de manière électronique. C'est l'article 153 de la loi de finances de 2020 qui introduit cette obligation. Alors, je vous en ai mis un extrait parce que je ne voulais pas tout mettre, mais que nous dit cet article 153 de la loi de finances? Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, donc B2B, seront émises, enfin sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins notamment de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, pourquoi l'administration vient nous imposer de faire cela? Juste quelques petits chiffres pour positionner le sujet. On parle de TVA. La TVA en 2019, au dernier budget exécuté lors de ces textes, la TVA, c'est 186 milliards d'euros. C'est le premier impôt. En plus, c'est un impôt de création française, donc le fisc français est très fier de sa création. 186 milliards d'euros de collecte, c'est 45% des recettes de l'État. Et l'administration considère que par le jeu de l'intracommunautaire, de l'international et un petit peu en intranational, qu'il y aurait à peu près 8% de déperdition, ce qui représenterait un total de 12 milliards d'euros à récupérer en collecte additionnelle sur la TVA. Et donc, le projet qui est au cœur de l'obligation de 2023 est clairement motivé par cet enjeu de récupérer 12 milliards, ce qui fait que l'administration y voit des grands bénéfices. Donc, au plus tôt 2023, au plus tard 2025, les choses vont très fortement changer. Quel va être le schéma mis en œuvre? Alors, le schéma, je l'ai repris sur une présentation de la DGFIP, il est assez simple, mais il nécessite quelques commentaires. Euh, alors, déjà, pour évacuer, on ne sera pas sur un schéma du même type que l'Italie. Donc, ceux qui travaillent ou qui voient ce qui se passe en Italie, il ne faut pas s'inquiéter, ce qui va se passer en France sera différent. Le schéma est censé reposer sur deux types de composants, sur la plateforme de l'administration, qui sera une évolution de Chorus, et sur des opérateurs de facture électronique certifiés. Et ces opérateurs certifiés auront, à l'issue de leur process de certification, l'habilitation à réaliser la transmission de la facture au destinataire tel que lui l'attend via son opérateur certifié en réception de son côté, et en plus de ça, ils feront la carbone copie de la facture vers la plateforme de l'État dans le format de données attendu par l'administration, de manière à ce que l'administration collecte l'information et puisse réaliser le contrôle transactionnel continu qu'elle souhaite faire, euh, c'est-à-dire collecter toutes les données pour réaliser en temps réel les déclarations de TVA et, semble-t-il, les déclarations d'échange de biens. C'est-à-dire que ce sont des déclarations qui vont disparaître. Donc, la facture de l'émetteur
va passer dans les mains d'une plateforme certifiée qui s'occupera de la transmission au destinataire dans un format tel que le destinataire peut l'attendre et fera la copie sur la plateforme de l'administration. Mais, et à l'instant présent, on a déjà cette certitude, la dépose de la facture sur la plateforme de l'administration, qui va rendre la facture officielle, ne pourra se faire qu'à l'issue d'un certain nombre de contrôles, qui ne sont pas tous encore spécifiés. Mais par contre, il y en a un premier qui est clair, c'est que la facture ne sera reçue sur la plateforme publique que si le destinataire est clairement identifié. Et donc, si ma facture porte un SIRET, puisque ce sera le SIRET qui sera la clé d'identification, à 99%, il y a encore des doutes, mais c'est quasiment acté. Donc, si ma facture porte un SIRET qui ne correspond pas aux bases de données de la plateforme centrale, la facture ne pourra pas être déposée. Et donc, la facture ne pourra pas être transmise. Et c'est là où l'opérateur certifié en émission va jouer un rôle important, puisqu'il va procéder à ces contrôles avant de transmettre et déposer la copie de la facture, enfin transmettre la facture au destinataire et déposer la copie sur la plateforme de l'État. Il aura procédé à ces contrôles pour notamment s'assurer que le facturé A existe bien et est référencé sur la plateforme de l'administration. Donc ça, c'est le premier cas de figure qui devrait concentrer la plupart des flux, ce qui veut dire que, par exemple, ceux d'entre vous qui travaillent déjà, alors je ne parle pas de Chorus, puisque Chorus sera au cœur du dispositif, mais ceux, par exemple, qui peuvent faire déjà de l'EDI ou travailler avec des plateformes, que je ne noterai pas, mais des plateformes de transmission de factures vers des destinataires, ces plateformes vont subsister. Et donc, il vous faudra un opérateur qui pourra faire la dépose sur la plateforme publique avec tous les contrôles associés et qui sera en état derrière de transmettre, allez, on va dire à Tradshift, à CGDIM, à Ariba, à Coupa, etc., le flux tel que le destinataire souhaite le recevoir. En parallèle de ça, pourra exister un autre schéma qui permettra à des fournisseurs ou des acheteurs de se brancher directement sur la plateforme publique. Ce schéma-là sera proposé, on va dire, au titre du service public, en lien à l'obligation qui va arriver. Sauf que l'offre de service qui va être proposée, aujourd'hui, ça reste un petit peu flou. Est-ce qu'il faudra aller déposer manuellement les factures, aller faire de la saisie? Est-ce que la collecte aussi sera manuelle Donc là, ça reste un petit peu flou, mais il sera possible à un assujetti de se connecter sur la plateforme pour déposer ou pour ramasser les factures qui ont transité dans le cadre de la plateforme. Voilà le schéma. J'ai juste un petit coup d'œil dans le chat pour vérifier s'il n'y a pas éventuellement des questions. Visiblement, il n'y a pas de questions sur ce schéma. Donc, si le schéma global est clair, ce que je vais donc revenir dans le fil. Donc, voilà le schéma cible. Toutes les factures transmises entre assujettis doivent être contrôlées et déposées sur la plateforme pour que les déclarations de TVA et la déclaration d'échange de biens soient effectuées de manière courante. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il manque un truc. C'est bien de déposer la facture, mais c'est pas pour autant qu'elle est payée. Alors, c'est un autre sujet, mais c'est un vrai sujet, on y reviendra par la suite. Effectivement, tout ça sera complété par tout un circuit de retour d'informations de e-reporting qui fera remonter les paiements reçus vers les paiements effectués, pardon, les paiements effectués donc par l'acheteur qui aura validé l'émission du paiement, tout ça remontera sur la plateforme dans un autre schéma. Mais ça relève plutôt de la gestion des factures fournisseurs. Donc moi, comme je suis concentré ici sur la facture, l'émission de la facture de vente, je ne vais pas trop rentrer dans cette partie-là, qui accessoirement en plus est encore un petit peu floue. Donc le calendrier est assez simple. Premier jalon très très important, l'abrogation à partir du 1er janvier 2023 du fameux article 289.6 qui fait qu'aujourd'hui, l'accord du destinataire est nécessaire pour lui envoyer une facture électronique. Et qu'à l'instant présent, malgré des légendes urbaines qui peuvent exister, il faut l'accord du destinataire pour lui envoyer une facture électronique. Au 1er janvier 2023, il ne faudra plus. Avec une petite nuance quand même, c'est qu'au 1er janvier 2023, je ne pourrai pas envoyer un PDF par email à mon client en lui disant désormais, tu es obligé d'accepter. Non, non, parce que 1er janvier 2023, le PDF image par email, ce sera hors la loi, ce sera interdit. La facture électronique au 1er janvier 2023, ce sera à minimum le format accepté par la plateforme
de l'administration, par le Chorus Pro nouvelle génération qui va arriver. Ce sera à minimum cela. Ce sera donc une facture avec de la data et qui aura passé les différents contrôles requis, notamment ce fameux contrôle que j'évoquais, à savoir l'existence du destinataire dans l'annuaire de la plateforme de l'État. Est-ce que le SIRET du facturéat est bien référencé? Est-ce qu'il est correct? Et donc, 1er janvier 2023, facture électronique ne pourra plus être refusée uniquement pour la facture conforme. On pourra toujours envoyer des PDF par email si on souhaite, à condition que, à côté et préalablement, cette facture ait été déposée et reçue par la plateforme de l'administration publique. Donc, le plus gros jalon, c'est janvier 2023. On y reviendra derrière parce qu'il est lourd de conséquences. Ensuite, deuxième très 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 gros jalon qu'on évoquait il y a quelques instants, c'est qu'à partir de 2023, comme je pourrais recevoir sans les refuser des factures électroniques, il va falloir se mettre en état pour toutes les entreprises, d'émettre ces fameux e-reports pour informer sur les paiements que j'ai émis, pour dire à l'administration, j'ai payé ces factures-ci, de manière à ce que l'administration puisse faire le rapprochement. Même si moi, en tant qu'émetteur, et c'est les jalons qui suivent, je ne suis pas encore concerné par l'obligation d'émettre. Puisque 2023, seules les grandes entreprises seront en obligation d'émettre, 2024, les ETI, et 2025, tout le reste. Mais, c'est ça qui est vraiment important, même si je suis une PME qui ne sera concernée par l'obligation qu'en 2025, très bien, mais dès 2023, je serai concerné par l'obligation d'accepter ce qui m'est envoyé conforme par mes fournisseurs, et donc de procéder au e-reporting des paiements de ces factures telles que je les ai reçues. Donc, encore une fois, je ne veux pas m'apesantir trop sur la partie fournisseur qui n'est pas le cœur du sujet ici, mais il y a des vrais enjeux, comme on le verra par la suite. Je ferai un petit focus dessus sur la préparation à avoir par rapport à 2023. L'enjeu de 2023, c'est pas que émettre, ça va être aussi de gérer le flux entrant. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer donc à partir de là? Petit arrêt sur image. Donc, comme je l'ai évoqué, facture papier entre assujettis fiscaux, terminé. Particulier, ça peut continuer. Tout le B2C peut continuer à être sur de la facture papier. Éventuellement même des PDF par email, pas de souci. Puisque ces factures, B2C ou donc B2C, qu'elles soient mail, papier, etc., devront remonter par une voie ou une autre sur la plateforme de l'État par des reports ou par des éléments d'alimentation de la plateforme de l'État de manière très synthétique. On n'aura pas besoin de faire une copie des factures particuliers ou des tickets de caisse vers la plateforme. Ce sera des e-reporting de synthèse. Par contre, tout ce qui est B2C, B2B, pardon, tout ce qui est entre assujettis fiscaux, business to business, papier terminé, email poussé par mail, PDF poussé par mail tout seul, terminé également, puisque ça ne sera plus conforme à ce que l'administration acceptera, et donc au process de contrôle que j'ai évoqué, et donc ça ne pourra plus être pratiqué. Le client, aujourd'hui, peut toujours refuser. 2023, terminé. Si on m'envoie quelque chose qui est conforme à ce que l'administration accepte et qui a bien été déposé sur la plateforme de l'administration, je ne pourrai plus le refuser. Et autre grand changement, qui est que actuellement, les entreprises font des déclarations de TVA et d'échange de biens, une fois par mois, une fois par trimestre, pour les plus petites, une fois par an. Tout ça, ça va sauter, ça va disparaître, puisqu'on aura le calcul fait de manière transactionnelle, le fameux contrôle transactionnel continu, comme dit Bercy. Donc tout ça, ce sera fait en temps réel, et ce sera la confrontation de tous les flux transmis par les opérateurs certifiés ou directement par les assujettis sur la plateforme de l'administration, confronté au e-report de paiement des acheteurs, qui va permettre à l'administration de faire en temps réel les calculs de TVA et de s'assurer que la fraude, que l'impôt est beaucoup plus hermétique, et donc de récupérer ces 12 milliards qui, semble-t-il, échapperaient chaque année à l'administration. Je jette juste un petit coup d'œil avant d'avancer dans le chat pour voir s'il n'y a pas de questions. Hop. Alors, j'en aperçois une, je vais facture X sans passer par un intermédiaire. J'y reviendrai derrière, effectivement. J'y reviendrai derrière dans la question, mais voilà. Donc ça me permet d'avancer. Il n'y a pas de point bloquant à l'instant présent. Visiblement, tout est clair. Alors,
Se préparer, et j'arriverai ensuite sur FactureX, se préparer, les enjeux sont énormes. Et comme je l'ai évoqué, deux aspects. Émettre, ça c'est le sujet sur lequel j'interviens, mais aussi recevoir, parce que à partir de janvier 2023, si mon fournisseur m'envoie typiquement un FactureX qui a transité d'une manière ou d'une autre sur la plateforme de l'administration et qui donc a été validé, je ne pourrais pas le recevoir. Je ne pourrais pas le refuser, pardon. Je ne pourrais pas le refuser. Donc, recevoir les factures, c'est un vrai sujet. Sur le côté émettre, le sujet, il est critique. D'abord parce que, faut-il attendre 2025 pour démarrer? Ça, clairement, non. Il faudra attaquer avant parce que ça va être ça va être une grande dynamique et donc il faut se préparer le plus tôt possible. Pour moi, il y a 2 sujets, dont un qui est monumental. La data, c'est le sujet monumental. Quelle est la qualité de vos bases clients? Je le répète, la facture qui va partir sur la plateforme d'administration commencera par être contrôlée sur l'existence du SIRET destinataire. Ce qui veut dire que si ma base de données client est pas bonne et que le SIRET est incorrect, la facture sera rejetée. Rejetée, c'est-à-dire que je ne pourrai pas facturer. Et donc, le temps de remettre d'équerre, etc., si je dois corriger ça in extremis, j'aurais perdu plusieurs jours, donc plusieurs jours de DSO potentiellement. En tout cas, ce sera des urgences à gérer. Donc, la qualité de la data, c'est un sujet qui doit être mis sur la table tout de suite pour s'assurer le plus vite possible d'avoir des bases de données propres. Encore une fois, il y a l'effet miroir. Pareil côté fournisseur. Et je serais même tenté de dire, là, le chantier, il est encore pire. Parce que d'expérience, les bases clients qu'on voit chez nos clients sont propres à 85-90%. Il y a toujours un petit morceau qui n'est pas nickel, mais on a toujours les TV intra, les sirettes, enfin, on a à peu près des choses. Les bases fournisseurs, semble-t-il, là, c'est une autre histoire. Il faut de la data propre. Et ça, c'est un chantier pour ceux qui ont déjà sirétisé des bases de données, clients ou fournisseurs. C'est un chantier, mais qui ne se traite pas en 3 jours. Et puis s'assurer que ce soit toujours à jour, que ce soit propre, que ce soit maintenu parfaitement à jour. Avec en plus, probablement, le même problématique qu'on a déjà sur Chorus, et que certains d'entre vous connaissent peut-être, à savoir que, qu'il faut peut-être avoir des informations complémentaires au simple SIRET. Sur Chorus, c'est le fameux code service qui parfois est nécessaire pour adresser la facture jusqu'au destinataire. Donc la data, c'est un sujet monumental qu'il faut attaquer tout de suite, parce que c'est quelque chose qui prend du temps et qui doit être organisé pour être maintenu à jour. Le deuxième sujet pour se préparer, c'est le process. À partir du moment où ma facture est émise, reçue sur la plateforme de l'administration, je ne peux plus faire ce que je peux faire aujourd'hui, qui est allô, monsieur le client, j'ai fait une erreur, écoutez, on annule la facture, on la met à la poubelle, je vous en refais une autre, etc. Bon, si on est propre, en général, on fait un avoir, on refait une facture. C'est assez fluide. Mais si la facture elle a déjà été déposée sur la plateforme de l'État, tout ça, ça va devenir très très compliqué. Il va falloir faire des factures rectificatives, et donc ça va être un process pas possible. Il faut organiser dès maintenant les processus de facturation pour s'assurer que la facturation est fiable, rapide, et que tout se passe avec le moins d'erreurs possible. Parce que rattraper les erreurs de facturation risque très vite, avec cette obligation de dépose sur la plateforme administrative, rattraper une facture incorrecte risque de très vite devenir un cauchemar. Donc la data, je l'ai mis en troisième position, mais vous avez bien compris l'enjeu. Cette dimension process, elle est également importante, encore une fois, côté réception. Il semblerait que l'obligation de e-reporting pour fournir à l'administration les paiements émis, cette obligation de e-reporting sera à fréquence hebdomadaire. Donc ça veut dire que là aussi, il faudra qu'il y ait une bonne régularité dans le traitement pour s'assurer que tout ça, c'est bien fluide. Donc voilà, les chantiers pour se préparer, data, base de données clients et fournisseurs de qualité et des process pour de la facturation fiable, rapide et également la gestion rapide et fiable de tout ce qui est paiement. J'ai pas dit réduire les délais de paiement, hein, c'est pas ça mon sujet. Mon point sur la partie paiement, c'est s'assurer que le process est efficace pour pouvoir produire le e-reporting de qualité. Avec des enjeux, être capable d'émettre, être capable de recevoir. Alors, pour l'émission, réception étant un autre sujet, pour l'émission, ce qui aujourd'hui ressort clairement, c'est que un format de facture hybride va prendre, je ne vais pas dire le dessus, mais va certainement s'installer au cœur de la réforme.
Il ne va pas remplacer l'existant des acteurs, pour ceux qui travaillent avec Carrefour, avec Auchan, avec Peugeot, avec Suez, Société Générale, Total, enfin bref, tous ces gens-là, tous ces gens qui ont déployé 50, 60, 70, 80, 99% pour les Auchan, Carrefour de factures électroniques avec leurs fournisseurs, tous ces gens-là ne vont pas d'un seul coup tirer un trait sur ce qui fonctionne depuis 15 ans pour basculer sur un autre schéma. Ça, c'est pas possible. Ils vont garder leur schéma et comme on l'a vu avant, ça va continuer à fonctionner. Il faudra juste que l'opérateur fasse la carbone copie sur le site de l'administration de, du flux de données à fournir à l'administration. Par contre, pour tout ce qui aujourd'hui n'existe pas en facture électronique, et notamment ces fameux PDF envoyés par mail, le schéma FactureX sera très important. FactureX, qu'est-ce que c'est? C'est un PDF qui a une particularité. C'est un PDF qui embarque, selon des règles standardisées, un fichier de données XML standard. Et donc, alors j'aurais malheureusement, je pensais en montrer un, mais je pense que ça va être un petit peu court. Mais si certains souhaitent à côté, je pourrais vous en montrer. Parce que pour nous, FactureX, aujourd'hui, on produit quasiment tous les démarrages clients en FactureX. FactureX, donc c'est un PDF qui fait que soit j'ai un utilisateur humain qui va regarder le visuel et qui va dire chic, c'est un PDF comme j'en ai l'habitude, soit je vais avoir une machine qui va dire je vais regarder ici, ah, il y a le fichier facturex.xml, je prends le facturex.xml, c'est standardisé, c'est normé, et donc toutes les données de la facture, selon le niveau du FactureX appliqué, toutes les données de la facture sont disponibles de manière organisée, standardisée, avec fiabilité et exhaustivité. Et donc, le traitement de la facture va pouvoir être automatisé, non plus par manipulation, par scanning avec de la reconnaissance optique, etc. Non, non, simplement parce que la récupération du XML va permettre directement de générer la facture dans les outils. Et donc, FactureX est un fichier qui va jouer un rôle, un format de fichier qui va jouer un rôle clé dans le déploiement de la réforme, d'autant plus que à l'instant présent, deux indicateurs nous permettent d'anticiper qu'il va vraiment être au cœur du dispositif. Le premier, c'est que l'administration fiscale a déjà identifié et a déjà pointé dans les rapports, dans les documents de travail, le format FactureX comme étant un format à utiliser. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, FactureX est aligné sur une norme de structuration d'information de la facturation, une norme européenne, et l'administration fiscale a également clamé qu'elle allait s'aligner sur cette même norme, NF-EN 16931 de mémoire. Et donc, FactureX est identifié par l'administration, et en plus de ça, FactureX est conforme à une norme de structuration des données de facturation que l'administration a prise déjà comme référence. Donc, l'un plus l'autre fait que FactureX sera au cœur du dispositif. Pour revenir sur la question, avant de quasiment conclure, pour revenir sur la question qui était posée effectivement tout à l'heure, si je suis capable de faire du FactureX avec le bon niveau d'information, a priori, ce sera le FactureX basique WL avec le détail de ligne. Donc, si je suis capable de fabriquer moi-même ou si mon ERP est capable de faire ce FactureX, je pourrais le déposer sur la plateforme de l'administration, moi-même manuellement, ou via un opérateur connecté sur la plateforme, euh, avec deux limites. La première, c'est que si je le dépose sur la plateforme de l'administration, il faudra mettre en place moi-même mon interconnexion pour ne pas aller les déposer à la main les uns après les autres, sachant, comme je l'ai évoqué, qu'il y allait avoir tout un process de contrôle et de validation lorsqu'on dépose une facture, un peu comme Chorus, sauf que les données concernées seront largement plus importantes. Donc, il y a tout ce process de validation préalable qu'on ne peut pas gérer à la main. Autant Chorus, je peux aller saisir ma facture à la main en quelques minutes. Si je dois faire toutes mes factures et faire les process de validation à la main, ce ne sera pas jouable. Donc, la première limite, pour déposer moi-même sur la plateforme de l'administration mes factures X, c'est que ce sera quand même un process potentiellement compliqué. Et la deuxième limite, c'est qu'il faut que mes clients l'acceptent. Parce que si je travaille, je vais citer des noms, je suis désolé, hein, mais je travaille avec Chorus et Saint-Gobain, je leur dépose du facture X, parfait. Parfait, ils acceptent le facture X. Je travaille avec Peugeot et Société Générale. À l'instant présent, ils n'acceptent pas de facture X. Peut-être qu'ils se mettront en état de le faire, mais je ne vais pas garantir, et il n'est pas garanti, qu'au 1er janvier 2023, les plateformes de gestion des factures fournisseurs de ces deux destinataires seront en état d'absorber du facture X. Et dans ce cas-là,
j'aurai un problème. Parce que le format que je produis, mon FactureX, que je vais déposer moi-même sur la plateforme de l'administration, sera conforme et admissible. Par contre, si mon client au bout du fil, pour des raisons qui sont les siennes, n'est pas en état d'absorber ce format, mais me demande un format différent, là, il y aura une situation un petit peu compliquée. C'est de la relation client, client-fournisseur, hein, à voir, mais ce ne sera pas garanti. Dans la mesure où l'obligation que l'administration s'oriente à poser ne sera pas une obligation de format de fichier ou de standard ou oui, de standard de fichier, mais une obligation de données présentes. Donc, FactureX porte les données obligatoires par l'administration, donc il est conforme. Mais ce n'est pas FactureX qui est conforme. FactureX est conforme parce que FactureX porte les données qui seront obligatoires par l'administration. Si mon client veut un autre format de fichier qui porte également les mêmes données, mais qui n'est pas FactureX, je ne pourrais pas m'opposer à passer par ce fonctionnement-là, ce format-là, puisque ce format sera bien conforme en termes de contenu de données, aligné sur la norme ENNF 16931. Donc, ce fichier que peut vouloir mon client, s'il contient les données attendues par l'administration, sera recevable également comme tel. J'espère que j'ai été clair. On en arrive au quiz. J'espère que je suis dans les temps. Normalement, c'est pas moi qui le lance. Non, c'est moi qui le lance, Eric, il n'y a pas de souci. Tu expliques ou j'explique? Allez, j'explique rapidement. Bonjour à Allez, tous. Vous avez dans votre chat, donc en bas à droite de l'écran, vous avez un onglet qui s'appelle Interactivité. Donc, je vous invite tout de suite à aller rejoindre cet onglet Interactivité dans le chat. Et moi, de mon côté, je vais lancer un quiz. Il y a 3 questions. Il faut répondre le plus rapidement possible et le mieux possible aux 3 questions. La personne qui répondra le plus rapidement pourra choisir parmi les 4 cadeaux suivants. Si tu peux faire défiler la présentation. Voilà, donc il y a un casque JBL, un Kindle Paperwhite, une Smartbox ou une VivaBox. Donc, je pense que tout le monde a eu le temps d'aller dans l'onglet interactivité du quiz. Je lance, c'est parti. Bon courage à tous. Et nous avons un gagnant qui a eu tout bon et qui a répondu assez rapidement et qui est... Ah non, attendez, il y a encore une réponse qui arrive. Et voilà, donc le gagnant, c'est Monsieur Émilien Porquet. Monsieur Émilien Porquet, donc félicitations à vous. Bravo. On va vous recontacter dans les jours qui viennent pour le choix de votre cadeau et l'envoi, évidemment. Donc félicitations à vous. Et puis Eric, je vais te laisser conclure peut-être avec la question qui avait été posée sur le chat. En fait, je pense que je l'ai. Pardon. Je pense que j'ai apporté la réponse. Je sais pas si on peut ouvrir le micro de la personne qui l'a posé ou si dans le chat vous pouvez me confirmer. Mais je pense avoir répondu. Oui, visiblement oui. Petite facture, genre restaurant ou péage. C'est une bonne question. Ça fait partie des cas d'usage. Alors, je déroule les questions du chat. Les petites factures restaurant au péage, ça fait partie des cas d'usage sur lesquels l'administration est en train de travailler. Il faut imaginer ce qui se passe en ce moment. Il y a des groupes de travail dans tous les sens animés par la DGFiP. Alors, nous, en tant que membres du FNFE historique, le Forum de la facture électronique, qui est une instance rattachée à la DGE, la Direction générale des entreprises et au secrétariat du gouvernement, on participe. Et le FNFE est très très actif sur le sujet. Les éditeurs participent en direct ou via le FNFE. Donc il y a énormément d'ateliers et l'administration est en train de travailler, de s'intéresser à beaucoup de choses. Elle découvre. Je peux essayer de vous trouver la réponse pour les petites factures ou les factures de restaurant. Moi, je pense que ça va être traité par le fameux e-reporting. C'est-à-dire que les tickets de caisse ou les tickets de péage, ce sera un e-reporting qui fait que les sociétés d'autoroute ou les restaurants remonteront ça via leur outil
outil de caisse ou leur outil de facturation, remonteront à l'administration de manière très synthétique, comme des factures B2C, remonteront l'information. Parce que sur un ticket de restaurant ou un ticket d'autoroute, je n'ai pas nécessairement le TVA ou le SIRET de mon client. Donc, à mon avis, ce sera traité comme du B2C. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres dans le chat, semble-t-il. Oui, non, je n'en ai pas d'autres. Et ben donc, nous avons dérapé d'une trentaine de secondes. J'en suis bien désolé. J'espère que je vous ai pas mis en retard. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Et je vous souhaite une excellente journée, de superbes rendez-vous avec l'intégralité des participants. Et j'en profite pour dire merci aux organisateurs pour cette belle journée.